Nous sommes à Montreuil, dans l'installation de Hubert Brun, qui est d'origine troyenne, enfin pas trois, on a trois de l'Aube. Et vous êtes quand même parmi ceux qui ont une certaine idée de l'avenir de l'astrologie, c'est ça on peut dire, ou de l'astrologie à venir. Alors, quelle image vous faites de l'astrologie à venir qui, dont vous pensez être éventuellement un des pionniers, en tout cas un des protagonistes? Vous avez appelé ça l'astrologie 4G en l'honneur de cette coïncidence. Ça n'a rien à voir avec Internet. Alors c'est pas la 4G, c'est la 4D. Oui. Quelle dimension? Voilà. Enfin, oui, c'est un peu dans l'air. Il y a la 4D aussi qui est dans qui est officiellement c'est la quatrième dimension, c'est la dimension du temps. Oui. Et c'est une astrologie qui insiste sur cette question du temps, mais pas seulement sur cette dimension du temps linéaire, chronologique, tel qu'on l'aborde habituellement, ni seulement sur l'aspect cyclique, mais encore sous une autre dimension, qui est une dimension disons à temps opposé, c'est-à-dire en temps négatif. Les fameuses histoires des directions converses. Oui, c'est ça. Ça reprend tout votre travail que vous avez déjà. Oui. On a déjà parlé dans votre précédente interview il y a quelques années. Voilà, tout à fait. C'est un prolongement. Donc j'ai approfondi, j'ai plus étayé. Mais disons que ça rejoint à la fois la tradition qui utilise le terme de converse et puis aussi la physique moderne sur certains points de vue, parce que en fait, les physiciens sont loin d'être d'accord entre eux, mais enfin il y a quelques théories qui traînent par là, qui sont plus en faveur de cette vision. Je crois que c'est le physicien Paul Dirac qui disait qu'il y a un temps inversé par rapport à un autre espace qui serait l'antimatière. Et aussi ce qu'on pourrait appeler, ça peut être une digression, mais aussi la lune noire par rapport à la lune blanche. Il y a une espèce la lune noire, enfin oui, l'anti, il y a toujours alors voilà, en fait c'est le principe du Tao qu'on voit ici, c'est le rapport du yin et du yang. Dans une pièce de monnaie, par exemple, vous avez un côté pile et un côté face, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, si on prend l'astrologie, si on prend l'astrologie classique, je ne dirais pas traditionnelle mais classique, les planètes donc naturellement tournent dans un sens. Sauf quand il n'y a pas de rétrogradation. Voilà, sauf dans le cas des rétrogradations. Et donc, il existerait un autre monde où tout serait inversé. Voilà l'idée. Alors, c'est une idée qui vient des Grecs. On retrouverait ça chez eux. Donc, il a retrouvé un texte où il parle de l'antiterre, ce qu'il disait l'antiqueton, et où les habitants de l'antiterre vivraient dans un temps opposé au nôtre. C'est pensé au Shadok, cette histoire, vous savez. C'est ça, là. Les gens qui sont avec les pieds. Oui, c'est une histoire assez folle, parce que quand on conçoit l'astrologie seulement sur un plan physique et mécanique, c'est inconcevable. Et si on l'aperçoit sur un plan plus symbolique, et si on y aperçoit la dimension psychique, qui serait l'autre facette de la dimension physique, à ce moment-là, c'est possible, puisqu'avec le temps, avec le psychisme, on peut faire remonter le temps, on peut faire ce qu'on veut. Alors, excusez-moi, mais la question que doit se poser, c'est sans cela, il manque quelque chose à l'astrologie, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que sans le côté droit, sans le côté gauche, il manque le côté droit ici. C'est-à-dire qu'on fait tourner les planètes dans un sens, on va dire dextre, et il manque le côté sénestre, comme s'il y avait étymologiquement sénestre, sinistre, vous voyez, comme s'il y avait un interdit. On peut dire aussi que dans une phase cyclique, il y a toujours l'évolution et l'involution.
de toute façon, Oui. on est toujours, même quand on est dans un cycle direct, il y a toujours un moment où on revient quand même en arrière Ouais. par la force des choses. Oui, alors en fait, si on prend l'astrologie qu'on dit évolutive, alors il y a toute une série d'écoles qui vont dans ce sens-là, dans le sens évolutif, ça serait qu'une facette, parce qu'il y a aussi une dimension involutive. C'est-à-dire initialement, dans mon premier livre, d'ailleurs, je l'avais appelé l'astrologie de l'ici et maintenant. C'est-à-dire que pour moi, ça c'était le premier. Alors, quelle année? L'autre moitié du temps, 2006. Parce que je crois que vous avez été édité sur Internet aussi. Ça c'était, oui, alors ça c'est lulu.com. Oui. Au début, celui-là, vous l'avez présenté à Bordeaux, je sais plus. Oui, tout à fait. Donc c'est l'auto-édition. Hein. Et On demande, on demande. Oui, on est à la fois l'âme qui s'incarne, donc l'involution, et l'âme qui, si on prend cette hypothèse de l'âme, et l'âme qui retourne à la source. Oui. Et ça, on le retrouve effectivement, c'est intrinsèque quelque part, tout le travail sur la cyclicité. Oui. Oui, c'est ça. Avec, mais bon, donc, bon, alors d'accord, donc cette notion d'astrologie à 4D, oui. C'est une astrologie qui serait globale, qui serait complète, qui aurait récupéré une partie d'elle-même, l'autre moitié qui aurait été occultée. Alors, donc, vous avez désocculté l'astrologie. C'est parti d'une idée d'une théorie d'un physicien, Andrei Sakharov, qui en fait avait développé cette notion d'une cosmologie gémellaire. Donc, en fait, la question qui s'est posée, c'est au moment du Big Bang, il y a donc l'univers manifesté qui apparaît, mais où est passée l'autre moitié de l'espace? C'est-à-dire l'autre moitié de l'espace, c'est l'antimatière. Et donc ça rejoint un peu ce schéma que j'ai fait là. Oui, alors justement, ce que vous avez vous-même dessiné, je suppose. Oui, c'est ça, oui, je me suis amusé à dessiner ça. Approchez-vous peut-être. Et alors, si vous prenez donc au centre, donc ça serait ce Big Bang, toute la face rouge serait l'univers manifesté, et bien ce qu'on appelle l'univers éniantoforme serait donc c'est un univers en miroir, c'est-à-dire ce serait le négatif du univers manifesté qu'on retrouve de l'autre côté. Ça c'est un schéma qui est universel. Si vous voulez, on peut retrouver ça. Bon, ça c'était une commande qui m'avait fait un directeur de centre de vacances. Moi j'étais animateur. Et c'était pour faire passer l'idée qu'il fallait arrêter de faire de la suractivité faire trop d'activité mène après à des tendances au risque et aux accidents. Donc il fallait des temps de repos. Ce que j'ai fait comme ça, c'est la forme en S, comme ça, un temps d'activité, puis après un temps de repos. Sinusoïde. Ouais, sinusoïde, voilà. Et par exemple, là vous allez manger, vous faites un bon repas, puis à la fin, ça c'est la phase d'assimilation et puis d'élimination. Tout est comme ça. Vous l'aviez fait il y a combien d'années ce tableau? Ça, je fais ça il y a 3 ans à peu près. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc c'était pour ça fait passer au yin-yang, évidemment. C'est ça, donc d'où le symbole du Tao, oui. Où on retrouve en fait le manifesté dans le rouge et puis le non manifesté, un monde visible, un monde invisible. Donc on peut dire que votre astrologie est, pour employer un mot, elle est relativement complexe à maîtriser quand même. Oui, parce qu'en fait c'est issu d'une philosophie du Tao, c'est-à-dire une philosophie où on sort du mode binaire. Dans la psychologie occidentale, dans le mode de pensée occidental, on fonctionne souvent sur le mode binaire. C'est oui ou c'est non. Oui. Mais pas chez vous. Et là, dans le symbole du Tao, en fait, c'est la voie du milieu. Ah oui. C'est de rechercher, en fait, comment articuler, comment gérer, comment harmoniser les contraires. Oui. C'est un peu c'est l'ataraxie, c'est une espèce de. Oui. On reste sur cette la logique ternaire,
parce que dans la dualité, on aboutit à une impasse. Donc on sort de la dialectique du bien et du mal, en fait. Ouais, c'est ça. Du bonheur et du malheur pour trouver une espèce de plénitude comme ça, mais un peu qui n'est pas excitée. Oui, comme par exemple au niveau des divinités, si on prend dans notre astrologie actuelle, c'est une astrologie solaire. Hein, c'est donc une astrologie monothéiste, vous voyez, comme William Lilly avait écrit une astrologie chrétienne. Oui. Là, on fait intervenir à égalité la dimension solaire et la dimension lunaire. Oui. Mais en même temps, vous êtes entre les deux, en fait. Et la réalité, en fait, c'est ça. C'est en fait que le divin, c'est ni le soleil, ni la lune, mais c'est la relation. Donc, les relations reliées. Parce que Mercure, c'est un peu un phénomène. C'est Mercure dans le comment qui relie soleil lune. Ouais, c'est ça. Une dimension mercurienne. C'est un petit peu aussi l'équinoxe par rapport au solstice. Alors, que vous avez l'axe printemps-automne qui est un petit peu intermédiaire, et puis vous avez les deux extrêmes qui sont l'été et l'hiver. Oui, tout à fait. Donc, toujours l'opposition entre le jour et la nuit, et puis entre les deux, il y a un temps intermédiaire qui est l'aube, qui est le crépuscule. Votre astrologie serait crépusculaire en quelque sorte. Oui, c'est le. Oui, enfin c'est le milieu. Oui, c'est le milieu. Non, mais c'est la fin. Le début, non, oui. Mais alors, est-ce que ça. C'est pas de l'équilibre. Oui. Mais est-ce que cette philosophie que vous avez, est-ce que ça joue dans votre façon je dirais presque de guider vos clients, je sais pas. Alors, est-ce que vous avez une pratique sur le terrain qui est inspirée de cette démarche Alors déjà dans ma façon de vivre, j'ai été en fait influencé dès le départ par les arts martiaux, où je pratiquais le judo quand j'avais 13 ans, 13 ans. Et le professeur nous disait que ça m'avait beaucoup marqué. Il pratiquait toujours en compétition, il avait appris à faire le mouvement toujours à droite, à droite, à droite. Et puis il s'est retrouvé coincé au niveau de la colonne vertébrale. Donc il a dû faire de la rééducation. Et ce qui fait que chaque fois qu'on faisait 10 mouvements à droite, il nous a fait 10 mouvements à gauche, et ainsi de suite. Il a appris à ses dépenses. Et j'ai développé en fait une philosophie d'ambidextre. Pour le piano aussi, on dit ambidextre. Tout à fait. Ouais. Je suis très ambidextre. Mais je voudrais savoir ce que cela change dans votre philosophie de l'astrologie. Alors, vous avez parlé, il y a deux plans. Enfin, premièrement, est-ce que ça permet de mieux faire reconnaître l'astrologie, si on peut dire, c'est-à-dire d'avoir des passerelles plus intéressantes avec d'autres domaines? Donc, effectivement, les passerelles sont évidentes avec la nouvelle physique, pas seulement avec. À la suite de Andrei Sakharov, il y a eu donc le physicien Jean-Pierre Petit, qui en 1977 a fait des articles qu'il a publiés dans l'Académie des sciences de Paris sur l'univers éniantomorphe, à temps opposé. Et plus tard, et actuellement, donc il y a le physicien Philippe Guillemont qui a développé la théorie la double causalité. On est influencé par un passé dont on est issu. Ça c'est le côté karmique, la cause à effet. Et puis le futur, notre présent est déjà inscrit dans le futur. Et c'est ce qu'il appelle le déterminisme inversé. Alors, en fait, on est le croisement de un double déterminisme qui est dans deux sens. Il y a parfois le passé qui revient à la charge, qui remonte. Oui, et en faisant un travail sur soi, en prenant conscience de ses conditionnements, on peut modifier son futur et donc créer de nouveaux potentiels. Donc c'est un fervent défenseur en fait, du libre arbitre. Alors ça c'est typiquement français. Les physiciens français, comme Klein, Garnier Mallet, Guillemont, Petit, sont défendent cette idée du libre arbitre. Contrairement aux Américains, qui eux sont dans un déterminisme absolu. On tombe
dans la théorie quantique un petit peu. Oui, la théorie quantique, et la question c'est dans cette théorie quantique, en fait, y a-t-il une part de libre arbitre? Et c'est ce que effectivement dit que oui, quoi. Il y a la question du libre arbitre, et puis aussi la question de savoir si on peut prévoir. Parce que, en fin de compte, c'est pas tout à fait la même chose. Le fait de pouvoir prévoir ce que va faire quelqu'un, est-ce que ça implique qu'il n'y ait pas de libre arbitre? Parce que le libre arbitre, s'il se décide à la dernière seconde, on ne peut pas le prévoir. Ouais, disons, oui, à la dernière seconde, c'est difficile parce que le futur est déjà, le futur proche est irrémédiablement. Quand on joue du piano, quand on improvise au piano, par exemple, ça se décide quelques microsecondes avant de jouer. Hein. Ouais. Donc d'après la conférence que j'avais vue sur dimanche, il disait que cette espèce le futur, ce futur est déterminé. À un moment donné, plus on avance loin dans le temps, et plus ce sont des futurs possibles. Et plus là, il y a une prise possible par notre libre arbitre en modifiant notre comportement dans le présent, quoi, en fonction du passé. Hein. Il y a aussi un autre problème, c'est que on sait très bien qu'en effet, c'est plus difficile de prévoir pour loin que près, parce que il y a des contextes qu'on connaît, qui sont d'ailleurs pas, qui sont là, des contextes qui permettent de préciser les choses, alors que plus on est plus c'est loin, moins les contextes. Si les contextes, je veux dire par là des éléments qui ne sont pas astrologiques, par exemple. Parce que vous, alors une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que votre astrologie peut tout expliquer? Enfin, est-ce qu'elle peut parler de tout, le discours de tout, ou est-ce qu'elle a des limites? Est-ce que vous avez déterminé des limites à votre astrologie? Oui, moi je serais assez proche de l'idée de Jean-Pierre Nicolas, comme quoi l'astrologie conditionnelle. Oui, alors justement, vous pouvez nous rappeler un petit peu, parce qu'il y a un certain flou sur ce que c'est que l'astrologie conditionnaliste. Alors, parce qu'on ne sait pas très bien si l'astrologie conditionnaliste, ça considère que ça dit que l'astrologie dépend du conditionnement ou qu'elle constitue le conditionnement. Ouais. Non, mais là, franchement, j'avoue que j'ai pas tranché sur la question. Parce que c'est deux positions complètement opposées. Est-ce que l'astrologie constitue un élément qui vient s'ajouter à ce qui nous entoure, ou est-ce qu'au contraire, elle est marquée par des éléments qui sont extérieurs? Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle est le reflet de l'ensemble des conditionnements, sauf que on n'a pas toutes les informations selon ces conditionnements. Ce qui fait qu'on n'est pas plus avancé au bout du compte. Alors, je vais vous poser une question. J'ai l'impression que vous avez un certain impact. Les gens apprécient votre travail en général? Alors, quel est l'écho? Alors, les meilleurs échos que j'ai, c'est au Québec. Ah. Et puis en Belgique. Et voilà, donc au Québec, il y a un petit groupe qui s'est formé, qui étudie ça, qui ont développé, qui cherchent à développer de leur côté. Mais bon, en France, c'est plus difficile. Je ne sais pas si les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui. On n'est pas trop dans son pays, comme on dit. Mais les Belges aiment bien, parce que finalement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a dit que vous arrivez à une certaine précision dans vos prévisions, par exemple? Alors, je sais que les Belges aiment beaucoup, ils sont un peu plus, ils aiment bien, ils veulent des choses plus concrètes que les Français parfois. Quel degré vous donnez d'information, de qualité d'information à apporter aux clients? Voilà, difficile. Disons que par rapport aux clients, c'est difficile à dire. Puisque c'est à chaque fois différent. Hein. Et puis il y a cette part d'intuition qui va faire que oui. Moi je peux avoir dit des choses à une personne et pas comprendre. Après je vais regarder dans le thème pourquoi je lui ai dit ça et j'arrive plus à savoir pourquoi. Donc, ce qui vous intéresse, c'est quand même de présenter l'astrologie d'une manière générale au monde, en fin de compte, si on peut dire, en dehors du milieu astrologique presque. Vous voulez doter l'astrologie d'une nouvelle théorie, c'est ça? Oui, moi j'ai présenté dans celui-là, par exemple, dans l'autre moitié du temps, j'ai fait des recherches sur des biographies où j'avais donc
Une personne, par exemple, me donnait une douzaine d'événements dans sa vie, et sans me donner de précision quant aux dates. Ah oui. Et vous arriviez à trouver les dates où les événements avaient eu lieu? Alors j'ai trouvé une précision meilleure en utilisant mes techniques à la fois naturelles et techniques. Donc le test que vous aviez inventé, c'était donnez-moi les dates et je vous dirai, donc donnez-moi les événements et je vous donnerai les dates. Alors qu'est-ce qui s'était passé en fait? Trouver les dates auxquelles les événements que vous avez signalés ont eu lieu, c'est ça que vous voulez dire? Non, je crois que c'était plus simple que ça en fait. Je crois qu'on m'avait donné l'année, il me semble, il fallait que je trouve les mois. Oui, d'accord, c'est pas mal les mois. Et donc j'ai utilisé les techniques avec les transits naturels. Là, ça me donnait à peu près 60% de résultats. Et j'ai regardé aussi avec les transits converses. Et à ce moment-là, ça me donnait à peu près 60. Et si je regroupais les deux, je trouvais les points communs, ça me donnait 80% de résultats. Voilà, c'est ça qui est intéressant. En l'occurrence, trouver le mois où l'événement avait eu lieu. J'arrivais à plus ou moins un mois de précision. Et qu'est-ce qui avait inventé ce test-là? C'est amusant comme idée. J'étais sur un forum, il y avait quelqu'un qui se proposait de servir de cobaye. Voilà, non, mais je veux dire, cette idée de donner les événements mais pas les dates, c'est qu'est-ce qui a inventé ça? Oui, c'était moi. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, ce que j'appelle un transit converse. Oui, qu'est-ce que c'est un transit converse? C'était pas évident à savoir. C'est que au moment de la naissance, si vous prenez par exemple une personne de 33 ans, on va regarder donc les éphémérides à plus de 33 ans. Et transit converse, on part toujours du moment de la naissance, mais on va regarder 33 ans avant le moment de la naissance. Il est né en 1930, on va regarder en 1933, on va regarder en 1900. On regarde les éphémérides en 1900. Et ce sera les transits qu'il faudront pour ce moment-là maintenant. Et voilà, et en 1966. Oui. Donc on a regardé transits naturels, parce que naturel, puisque c'est le cours des planètes dans le sens naturel, ou les mouvements mécaniques, et de l'autre, dans le sens converse. Là, ça peut un peu coincer, parce qu'évidemment, ça ne correspond pas à une réalité astronomique, ces transits converses. C'est ça, ça correspondrait à une autre réalité, donc, dont on n'a pas l'explication, c'est mystérieux, et ça marche. Vous avez travaillé avant sur les directions aussi. Voilà, j'ai fait en fait, j'ai généralisé. Vous êtes passé des directions au transit converse. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. J'ai généralisé toutes les techniques converses à l'astrologie. C'est-à-dire que j'utilise par exemple quand on me demande une révolution solaire, je fais une révolution solaire toujours pour l'âge de 33 ans, et une révolution solaire pour l'âge de moins de 33 ans, c'est-à-dire 33 ans avant le moment de la naissance. Donc en fait, l'idée c'est que j'ai mon thème natal qui reste toujours au centre, c'est-à-dire c'est l'éternel ici et maintenant. C'est-à-dire que le moment de la naissance, c'est un instant. Le thème natal est un point c'est un point à mi-chemin entre les deux périodes. C'est ça. C'est le point 0 à mi-chemin entre plus 33 et moins 33. Oui, c'est ça. Donc ce qui nous intéresse dans l'astrologie 4D, c'est ce point, c'est ce juste milieu, c'est ce point médian entre deux autres extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux astrologies. Il y a l'astrologie traditionnelle classique, qui va dans un sens, et puis une astrologie psychique inversée, qui va dans l'autre sens, et qui peuvent être toutes les deux autonomes. Et l'astrologie 4D, elle recoupe, et elle fait la synthèse de ces deux astrologies. Alors vous avez mis ça sur l'informatique, comment ça techniquement ça? Alors en fait, je travaille avec Francis Santoni sur AstroDC depuis une douzaine d'années. Il a programmé ça? Voilà, ça fait à peu près 10-12 ans que je le torture et qu'à chaque fois il me met tous mes calculs. Donc les gens peuvent utiliser ça. Oui. Ce qui fait qu'à ce clic, voilà, il y a l'option converse, on met la croix dessus et puis c'est bon. Oui. C'est calculé en cas de besoin. Donc sinon, ça serait trop compliqué. On peut trouver aussi. Alors on peut s'initier en combien de temps, à votre avis, à votre astrologie 4D? Instantanément, dès l'instant où on est déjà astrologue,
Ah oui, c'est ça. Qu'on sait interpréter, calculer des transits, on peut le faire aussi à l'envers, à l'inverse. Ça double les informations. Donc en quelque sorte, on peut dire que c'est, au fond, le fer de lance de votre travail, au niveau des praticiens, c'est l'information liée au transit convers. Oui, en gros, c'est cette information pilote. Oui, le départ, c'est ça. C'est-à-dire que il y a les planètes qui tournent dans le sens naturel, et par exemple, si on n'utilise que 7 planètes, et ben on utilise les 7 planètes aussi dans le sens inverse. Si on utilise 12 et tous les astéroïdes qu'on veut, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Si on n'utilise qu'une planète, Saturne par exemple, et ben on la fait tourner dans les deux sens. Voilà, en sens naturel et en sens convexe. Ouais. Voilà. En fait, alors, ce livre-là, ça n'a rien à voir, cette histoire de rencontre avec l'ange? Alors ça, disons, ça c'était donc l'autre moitié du temps, c'était en répondant à la question d'André Sakharov qui disait mais où est passée l'autre moitié de l'espace? Je disais mais oui, où est passée l'autre moitié du temps? Et là, ce que j'ai fait, c'est que après, en fait, ça c'est la suite, c'est-à-dire l'autre moitié du temps, il faut bien qu'elle suive la courbure dans l'espace. Quel est cet autre espace et comment ça s'agence, etc. Donc j'ai développé toute une astrologie converse où si dans l'astrologie traditionnelle classique, en fait, on a des planètes de maîtrise, dans l'astrologie converse, on a aussi des planètes de converse, on a des planètes de maîtrise converse, etc. On a... oui, ça c'est encore... Je montre ça comme ça. Oui, je la montrerai tout à l'heure. Oui, et donc, oui, si on veut... Si on a des... Je sais pas si on... Voilà, donc en maîtrise, on a des maîtrises converses, on a des maisons converses, on a des planètes converses. Donc tout le système, toutes les techniques qu'on utilise en astrologie classique, je les ai traduites en mode converse. Transposées. Voilà. Par exemple, donnez-nous un exemple de maîtrise converse. Par exemple, Jupiter n'est plus domicilié en Sagittaire. Alors, si. Alors, donc vous avez, donc on part Lune, Soleil jusqu'à Saturne, on a les maîtrises habituelles. Oui, d'accord. Ce sont des doubles maîtrises. Oui. Et donc, il y en a que je considère comme étant des maîtrises naturelles, parce qu'elles suivent le sens naturel des planètes, et les autres que je considère comme converses. Oui, d'ailleurs c'est effectivement le cas. Oui. Puisqu'il y a une descente de la Lune jusqu'à Saturne, et puis après de Saturne qui revient vers la Lune. Tout à fait. Ensuite, quand on arrive à Uranus, on fait à nouveau une double maîtrise. Donc, l'Uranus du Verseau va correspondre à la maîtrise naturelle. C'est-à-dire que l'Uranus du Verseau, c'est un peu l'adolescent, en fait, si vous voulez, dans le contexte de Prométhée. C'est celui qui dérobe le feu aux dieux, qui désobéit au père, puis après il va être puni. Donc c'est le côté uranien révolté, réactif. Alors que dans l'Uranus Capricorne, c'est l'Uranus converse. Là, on va dire, c'est la deuxième phase quand il est enchaîné, qu'il est sur son rocher. Et là, il acquiert la sagesse. Et qui va après lui sourire, puisqu'il va ensuite pouvoir loger dans l'Olympe. Donc donc Uranus du Capricorne, c'est ce que Jung appellerait le processus d'individuation. Donc Uranus, à ce moment-là, c'est le soi dans le sens jungien, c'est-à-dire c'est l'étincelle divine. C'est lorsqu'on est devenu qui nous sommes. Ensuite, quand on passe à Neptune, le Neptune naturel dans la maîtrise est en maîtrise au poisson. Alors le poisson, en analogie aussi avec la maison 12, c'est le Neptune de la religion, avec le côté très
rituel, et les maisons 12, hein, le côté chronique, chronologique. C'est-à-dire que c'est ce besoin de passer par l'intermédiaire d'une religion pour accéder au divin. Alors que le Neptune converse, la Neptune, c'est la dimension du spirituel en direct avec en direct avec soi. On n'a plus besoin de religion. C'est de médiation. Plus besoin de médiation. On lève sa flèche. Donc ça vous a amené à élargir l'interprétation, à la diversifier. Vous avez un clavier de signification qui est plus large. Alors le Pluton naturel, c'est donc le Scorpion. C'est dans l'idée de Pluton, c'est plus on monte dans le lointain, à la limite périphérie du système solaire, plus on monte vers nos origines. Donc le Pluton du Scorpion, c'est une génétique. Oui. C'est la dimension biologique. Le Pluton du Bélier alors. Et le Pluton du Bélier, qui est le Pluton converse, qui demande donc à faire converse, ça veut dire faire une conversion, c'est-à-dire un retour sur soi. Donc c'est un travail évolutif, c'est-à-dire que les maîtrises naturelles, c'est le mode naïf. Et alors que les maîtrises converses, c'est un mode évolutif. Réfléchi. Oui. Et on est donc avec Pluton du Bélier, on est le créateur de sa vie. On revient à un peu ce qu'ils disent dans le physique quantique, on est créateur de sa propre réalité. Après on passe à Iris. Ah oui, parce que vous utilisez également après, c'est transplutonienne. Oui. Au-delà, c'est Iris avec au taureau, c'est la maîtrise naturelle. Iris, la déesse de la discorde et des fléaux. On a tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la Terre, et puis au niveau collectif, toutes les discordes, toutes les émeutes, etc., tout ce qui se passe au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient. Vous allez quand même avoir la balance pour Iris aussi. Et la balance, oui, parce que c'est intéressant, parce que Iris, ça correspond aussi au fléau. Oui, voilà ce que je voulais. Ouais. Et le balance, le fléau de la balance. Et la balance n'a jamais été le signe de la paix et de l'harmonie. La balance, c'est le signe de la justice, c'est-à-dire de la gestion des conflits. Donc, et donc vous avez encore une autre planète pour arriver à Mercure. Oui, alors donc Iris est donc en balance. Ça va être aller au-delà c'est traverser le conflit pour ensuite donner toute sa dimension à Vénus, c'est-à-dire être capable de traverser tous les conflits pour pouvoir s'offrir à l'amour. Et dépasser aussi, sublimer. Sublimer. Quand on arrive ensuite à la Vierge et aux Gémeaux, je dirais, là, je mets Cérès. Cérès, oui. Donc on n'est pas dans une continuité astronomique. Puisque Eris est d'après Pluton, oui. Et Cérès c'est entre Mars et Jupiter. Là, en fait, je ne l'ai pas... j'ai utilisé une autre logique. Oui, expliquez-nous. Alors, je ne sais pas si on peut le voir là. On peut tout voir. C'est ce schéma-là. C'est-à-dire en partant, j'ai fait des couplages, en partant de l'astéroïde au centre, des groupes d'astéroïdes. Oui. On a le couple Mars-Jupiter, le couple Lune-Terre-Saturne, le couple Vénus-Uranus, le couple Mercure-Neptune, le couple Soleil-Pluton. Ce qui fait que le groupe des astéroïdes se retrouve couplé avec les astéroïdes de la ceinture de... Mais alors vous avez maintenant le problème de Pluton, qui est déjà assimilé aux astéroïdes, enfin aux nanoplanètes. Oui, mais ça, bon, Eris aussi est associé comme Pluton, est une planète naine, et Cérès également. Voilà, c'est ça. Qui permet que... Donc c'est le groupe, quel que soit leur positionnement, elles font partie de la même famille. Alors là, si vous voulez regarder dans ce nouveau schéma, parce que j'ai repris les couples, par exemple Mars-Jupiter, enfin je les ai couplés chaque fois, et en suivant strictement ce schéma, on arrive à une structure symétrique et harmonieuse. Ce qui permet de mettre donc les astéroïdes, c'est-à-dire Cérès, à la Vierge, et au Taureau, donc le groupe où se trouvent Sedna, Eris, Eris étant la plus grosse. Donc votre idée, c'est quand même qu'il y ait que les 12 signes zodiacaux soient une sorte de matrice
par rapport à laquelle on va compléter par des éléments planétaires qui vont se distribuer entre ces 12 signes. Voilà, et en double, c'est-à-dire d'une manière d'abord en Ah oui, avec les septénaires d'un côté. Voilà, enfin pas que le septénaire, mais disons les planètes de maîtrise d'un côté, qui sont les planètes de maîtrise naturelle, et les planètes de maîtrise converse de l'autre. Hein. Donc on va retrouver tout en double, et donc ce que j'appelle, par exemple, Bélier, on aura donc Mars en pleine maîtrise naturelle, Pluton converse en ainsi de suite. Donc finalement, vous êtes un peu isolé dans le milieu astrologique par la force des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, vous ne parlez pas la même langue qu'eux. Beaucoup d'astrologues, ils n'arrivent pas très bien à vous suivre par définition. Eh bien, ou alors ils apprennent très vite. Donc, je veux dire, c'est quand même, vous êtes arrivé quand même à vous mettre dans une position un petit peu à part. Je reprends quand même la tradition sur l'ensemble de ces maîtrises. Oui. Et 80% des maîtrises qui sont utilisées. Oui, voilà. Cérès en Vierge, Chéri en Volonté. Eris en Balance, je pense que ça va faire l'unanimité dans très peu de temps. C'est votre contribution. Non, il reste même 90% en fait de choses communes. Hein. Donc là, j'ai rien de. Après, dans le prochain livre, oui, ça va se compliquer. Parce que je développe après une astrologie olympienne. Oui. Et donc, par exemple, pour Uranus, je parlais d'Uranus en Capricorne Verseau, il y aura une troisième maîtrise, ce sera une maîtrise olympienne. Parce que lorsque Uranus, Prométhée, donc, accède à l'Olympe, il va se retrouver au Bélier. Et je vais donc assister. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce nouveau développement, Hubert? Eh bien, ça sera la prochaine fois, viens de le voir. Non, mais pourquoi vous avez... Qu'est-ce qui vous déclenche comme ça dans votre vie Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à expliquer? Parce qu'en fin de compte, au fond, à la limite, c'est toujours comme ça que ça se passe. Depuis le début du XXe siècle, il y a des astrologues qui disent, voilà, il y avait l'école uranienne, vous savez, en Hambourg, etc. Donc, il y a des événements, on n'arrive pas à expliquer avec les planètes qu'on a ces événements, donc il faut en rajouter pour expliquer. Est-ce que c'est pas quelque part ça aussi qui vous anime? La volonté de comprendre, de mieux comprendre, de mieux cerner, et le sentiment que vous n'avez pas encore tous les éléments disponibles. Oui, je crois qu'il y en a encore pas mal de temps pour ça. Oui, c'est ce que vous dites. Par exemple, il nous est arrivé donc Uranus n'est plus Pluton. Et puis, jusqu'à présent, le système septénaire fonctionnait très bien comme ça. Il a fallu donc trouver un système cohérent qui permette de les intégrer, alors que sinon, ça fait pièce rapportée, quoi. Et donc, du coup, si on y mettait tous les trois, il en fallait encore deux autres pour faire le couple. C'est un que ce soit un petit peu arrêté à mi-chemin, c'est ça? Et Dan Rouillard l'avait annoncé, il espérait une Proserpine qui est arrivée. Bon. Même Carteret déjà disait ça. Oui, voilà, tout à fait. Carteret. Ouais. Il attendait un petit peu. Proserpine du oui, c'est vrai que déjà, moi, à mon époque, c'était déjà... Oui, moi-même, j'ai publié en 1976 un bouquin où je parle de Proserpine et de Vulcain. Il y a Olivier Perbrun aussi qui s'est passé ça. Oui. Il y a aussi, comment s'appelle-t-il ce monsieur qui a publié chez Derby, là, on m'en échappe. Roger Benoît, Jourlin. Ah, Jourlin, il travaille beaucoup sur ces sujets, Jourlin aussi. Et puis il y a Lisa Morpurgo. Oui. Il y a toute une école comme ça d'astrologues qui disent que les 12 signes, on ne peut pas rester avec ces 7 planètes, et puis on ne peut pas surtout rajouter 3 planètes, puis rester à mi-chemin. Donc il faut compléter. Donc là, il y a une espèce d'indication à aller plus loin, mais évidemment, c'est un peu une fuite en avant, évidemment. Parce que l'autre solution, ce serait de revenir en arrière. C'est-à-dire de ne plus prendre les planètes au-delà de Saturne. C'est ce qui est d'ailleurs plutôt ma position. Moi j'ai plus besoin de dire, pour effectivement, apparemment, autant revenir au point de départ. Mais alors, comme je vous disais, vous pouvez toujours récupérer une partie de l'astrologie 4D dans votre système, dans la mesure où, si vous gardez que Saturne, vous pouvez utiliser Saturne naturel et Saturne converse. D'accord. Et vous verrez que vous pouvez trouver
moi, écoutez, moi, ma position, gémellité. Moi, ma position, si vous voulez, c'est que quand on n'est pas satisfait de son modèle, hein, c'est bien ça dont il s'agit quelque part. Parce que vous avez un double discours. Actuellement, la situation n'est pas satisfaisante sur le plan structurel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas satisfaisante parce qu'effectivement, on a des signes qui ont Mercure et Vénus, ils ont encore 2 signes, et puis Mars et Jupiter, Saturne, ils n'en ont plus qu'1, etc. Donc c'est bancal. Et puis par-dessus ça, vous dites, je suppose que de toute façon, autant en avoir plus, parce qu'au mieux qu'on comprend mieux ce qui se passe. Donc il y a à la fois une exigence structurelle, et puis c'est justifié aussi, je suppose, par l'idée que ça permet de mieux quadriller la réalité. Alors, est-ce que je me trompe au niveau des motivations, je pense que ça va ensemble. Vous êtes obligé de dire à un moment donné que votre système, il est plus efficace, ou il est plus complet, non? Même complet non seulement sur le plan structurel, mais aussi complet sur le plan explicatif. Oui, donc moi, c'est un système qui me convient. Maintenant, je l'ai exposé par exemple à André Barbeau. Il m'a dit, moi je suis tout à fait d'accord avec votre système, il est cohérent. Je lui ai même démontré sur son thème. Ah ouais. Et il m'a dit, mais moi, je suis quelqu'un de direct, je peux pas je peux pas en même temps partir en arrière. Il m'a dit, ça c'était dans l'esprit de Jean Carteret. Ouais. Quand il parlait d'Uranus, il disait que c'était une planète, alors que je veux dire, une planète introvertie qui fait de l'extraversion, alors que Neptune, c'est une planète extravertie qui fait de l'introversion. Et oui, j'aime bien ce genre d'expression. Il y a aussi la présence de l'absence. La présence de l'absence et de la lune noire. Et on touche dans une subtilité, dans le paradoxe, moi qui me convient parfaitement. Mais il faut avoir des signes doubles pour ça. Ah oui. En particulier, puis il faut un peu du côté verso. Enfin, et bon. Vous-même, vous êtes d'un signe double, alors, apparemment? Oui, pas mal, oui. Je suis une Gémeaux sur les poissons, l'ascendant verso, quoi, qui fait aussi ce côté-là. Ouais, c'est pas mal de choses qui... Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui me gêne un peu dans votre démarche, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on ne joue pas, bon, on travaille en groupe, c'est-à-dire on a un ensemble de facteurs. Donc, fin de compte, quand on a un ensemble de facteurs, aucun facteur ne porte la responsabilité du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, si tel facteur ne suffit pas, on combine avec autre chose. C'est-à-dire que les significations se démultiplient et on ne va pas dire, vous n'allez pas vous dire par exemple, tiens, alors je crois que vous avez redéfini ça, mais enfin, si vous travaillez qu'avec très peu de facteurs, si ça ne marche pas, vous êtes obligé de dire, j'ai peut-être commis une erreur dans mes définitions, par exemple, ou j'ai mal défini la planète, j'ai mal défini l'événement. Ça, on pourra en discuter longtemps, mais il faut voir ça sur le terrain et voir comment, est-ce que ça fonctionne mieux. Qu'est-ce qui fonctionne mieux pour nous, hein? Est-ce que ce qui fonctionne mieux pour moi, ce ne sera pas forcément ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Maintenant, par exemple, je fais partie d'un groupe, un forum, où on fait des exercices. Hein. C'est le forum Uranie. C'est qui? Uranie, c'est Pierre Cornuez, tout ça. Et on fait un exercice par mois. Et donc, un exercice par mois, donc un événement s'est produit et soit il faut deviner ce qui s'est passé, on a plusieurs options, soit on sait ce qui s'est passé, mais on a plusieurs dates, etc. Donc il y a plusieurs. Voilà. Et là, vous vous débrouillez bien. Et ouais, et donc l'astrologie 4D est très bien, très honorablement représentée. Performante. Voilà, performante. Donc j'ai donné un exemple, par exemple, à l'âge, sur le dernier, là, sur la fin du livre, je parle de l'astrologie 4D au banc d'essai, en utilisant une révolution solaire converse, que la réponse était évidente. Voilà. Mais elle était aussi indiquée dans la révolution solaire naturelle, et c'était parce qu'il y avait la preuve par 2
que ça pouvait, qu'on pouvait. Et pourquoi ça s'appelle, tu m'aurais toujours pas expliqué pourquoi ce titre, La rencontre avec son ange, Alors, ça, si vous voulez, ça veut dire quoi? quand on regarde par exemple dans le symbole du tarot, ça peut représenter deux fœtus. En fait, on a le fœtus, nous en tant que bébé, on a le fœtus avec son ange, avec son double, et quelque part, le bébé reste en communication avec son ange, avec son double énergétique. C'est-à-dire qu'il y a, on a une double naissance, il y a une naissance physique, et puis ensuite on va avoir une naissance spirituelle. Même trois naissances, ça fait, hein, si on regarde là. Je dis 4D, parce qu'il y a d'abord, le premier D c'est les dimensions, c'est-à-dire c'est le moment de la naissance au Bélier, c'est le croisement de l'espace et du temps, donc les deux dimensions, espace-temps. Donc naissance physique, et ça, c'est le début de la souffrance, en fait, du traumatisme. Hein. On est tous détraumatisés de naissance, hein, ou d'avant naissance même, ça peut se traduire même au niveau fœtal. Puis ensuite on porte ça, et puis la psychanalyse nous dit, il y a le phénomène de automatisme, de répétition, c'est-à-dire qu'on va toujours aller dans l'inconnu, c'est-à-dire que ce qui fait peur, c'est pas la souffrance, mais c'est l'inconnu. Alors on se fabrique des scénarios qui vont nous répéter à chaque fois des choses connues, et c'est une façon de rester en contact avec le cordon ombilical. Puis ensuite, il arrive le moment de la conversion, c'est-à-dire le moment de la prise de conscience qu'on a un libre arbitre, il y a la possibilité de sortir cette fois de cet enfer, de cet enfermement, et de s'en libérer complètement. Et c'est à ce moment-là ce que j'ai appelé la danse. Et là, c'est lié à la maison 9 et le Sagittaire. Enfin, c'est parce que c'est-à-dire que la maison 9 correspond à la dimension du divin. Et donc c'est là qu'on va contacter cette dimension divine qui fait que on pouvait contacter en soi ce pouvoir, cette étincelle divine. Donc c'est une jubilation de découvrir ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la danse de Shiva, Shiva Shakti, Dieu qui est le D de danse, I de infini, et E de énergie universelle. La danse infinie de l'énergie universelle. Mais cette danse, c'est une danse qui en fait qui nous enivre, mais quelque part on sait plus où on est. Parce qu'en fait on est de l'autre côté, c'est-à-dire on a découvert la deuxième aile, et là on va pouvoir s'envoler, c'est pour ça que c'est jubilatoire. Mais il nous manque un gouvernail, on ne sait pas trop où on va. Donc la troisième étape, c'est d'aller ici, au centre, dans l'axe, c'est-à-dire au niveau de la queue. Et là, cette troisième naissance correspond à la naissance individuelle. Je vais appeler ça la D comme densité, c'est-à-dire c'est trouver sa densité, son centre de gravité. Et à partir de là, si on trouve ce centre de gravité, on trouve sa direction, et sa direction vers le divin, et c'est cette quatrième dimension, les 4D, et c'est le divin qui correspond à notre étoile. On appartient tous à une étoile, comme nous expliquait Audiard. C'est-à-dire qu'on est tous de la Terre, mais on est tous semblables au niveau terrien, mais on est tous uniques par notre appartenance à une étoile qui nous est propre. Cette étoile, donc, qui va correspondre ici à l'être, au Verseau. Alors, les alchimistes disent qu'on a eu 3 naissances qui sont liées à 3 feux. Donc c'est pour ça que j'ai rattaché au feu du Bélier, puis au feu du Sagittaire, puis ensuite au feu du Lion. Et ce qui ne nous explique pas, ou ce qui est moins connu, c'est que cette naissance, cette deuxième naissance, est associée à une conversion, c'est-à-dire à un retournement complet à 180 degrés. C'est pour ça que je suis accompagné par les maisons converses. C'est-à-dire que quand on arrive à la maison 9, qui est la maison du divin, on se met en contact avec cette dimension divine,
c'est le début d'une inversion, d'une conversion. Et à ce moment-là, le début de cette fin de maison neuve, plutôt, va devenir le début de la première maison converse. Et oui, c'est aussi les maisons dérivées, tout ça. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que la maison 1, c'est la maison dérivée de la maison neuve. C'est ça, inversé. Ouais. Voilà. Donc, voilà, donc ce qui fait que on a les 3 feux qui correspondent aussi à 3 cycles d'Uranus, c'est-à-dire que si on fait 3 cycles de 28 ans, on a Ah oui. On a 3 naissances. D'accord. Hein. Oui, mais je parle d'Uranus converse, hein, c'est-à-dire quand on regarde dans les éphémérides le moment où Uranus va parvenir au premier tiers converse, ce sera cette première naissance, puis le deuxième tiers converse et le troisième tiers converse. Et donc, au cours d'une vie, on passe par on a ces 3 vies Alors, sauf si on ne veut pas faire ce chemin. Sauf on se suicide, vous voulez dire alors, on peut faire un suicide en fumant, oui. Enfin, normalement, ça veut dire que. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Par exemple, on a les 30 premières années, les 28 premières années. Est-ce que c'est lié à l'âge de notre système? Disons que les 28, on va dire qu'il y a toujours des cas d'exception. Quand on parle du Dalai Lama qui à l'âge de 5 ans ou à 14 ans, il avait déjà acquis une sagesse, mais je suis en train de... En moyenne, ce serait ça. Ça serait des moyennes, quoi. C'est ce qu'on appelle les cycles génériques. Hein. Oui. On va retrouver 28 avec les Rudyard, il en parlait aussi du cycle de 30 ans, j'ai l'impression. Oui, pas les 28 et les 30 ans. Rudyard et son... Comment il s'appelait, Ruperti, dans le cycle du devenir, on va retrouver ce cycle de 28 ans. On va faire une petite pause et je vais vous interroger sur d'autres